Vous avez déjà pris la bonne habitude de nous suivre et de suivre l'actualité sportive sur notre chaîne. Nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau pour parler sport sur SOS Docteur TV. Aujourd'hui, nos thématiques tournent autour de la préparation, sinon un match test pour les éperviers U17 qui s'activent pour la compétition de la catégorie, bien sûr, à Accra au Ghana. Le match a lieu contre le Bénin ce vendredi. Nous parlons également du championnat de foot première division avec Asco et la SK qui ne se quittent plus. Gomido qui est toujours en embuscade. Et que dire de la D2 avec le CDF Aknour et l'étoile filante qui sont toujours en commande, en train tout simplement de diriger les débats. Nous aurons en seconde partie l'interview exclusive avec Ida Facht, le président de la Fédération togolaise de tennis de table. Il reviendra sur le bilan concernant les championnats ouest-africains qui se sont déroulés à Lomé il y a quelques semaines et puis surtout la qualification du Togo pour le championnat d'Afrique qui a lieu en Éthiopie, plus précisément à Addis Abeba. Voilà pour le contenu de ce nouveau numéro de CSS. Bonjour sportifs à toutes et à tous, bienvenue, la première fenêtre. Nous prenons les nouvelles des éperviers U17 qui sont en chantier pour le tournoi UFOA B de la catégorie. Bien sûr, ce sera dans l'ancien Gold Coast, sinon le Ghana voisin. J'ai sur ce plateau les confrères de tous les jours. Etchevi Tengue, bonjour et bienvenue encore aujourd'hui. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. C'est un plaisir d'être toujours là. Merci beaucoup de répondre présent. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Ça va. Beaucoup de courage à vous. Ah oui, merci. En face de vous, c'est également un ami, un collègue de tous les jours, Olivier Prince, Koyoda. Bonjour et bienvenue encore une fois. Bonjour Angelo, bonjour à l'homme des niveaux. Beaucoup plus spécial à tous les téléspectateurs. Vous vous portez bien également? Bien sûr, ça va. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous avoir. Messieurs, on va épiloguer, sinon plancher sur l'actualité des éperviers U17 et Tchevitengue. Ils auront un match amical contre le Bénin voisin, sinon les Guépards U17 également. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut attendre justement d'une telle sortie de la part des éperviers U17? Toujours continuer par peaufiner les préparatifs en mettant des choses en place. Quand je parle des choses en place, on sait que pour une sélection, il faut un fond de jeu, il faut des joueurs sur qui baser ou bien miser sur la tactique pour répondre. Donc, on a vu cette sélection conduite par Maurice Ntoudien. Ça fait quelques années qu'il est à la tête ou bien aux cheveux de cette équipe-là. Bon, pour l'instant, les résultats ne suivent plus, mais pour cette fois-ci, on a l'impression que ça se passe bien au niveau des préparatifs. Donc, face à Kno, face à Planète Foot, on a l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça se passe bien au niveau des préparatifs. Maintenant, face à une sélection cadette qu'est le Bénin, les Guépards, je crois que c'est la bonne opération pour quand même essayer de se mesurer d'abord avant de rentrer vivement dans la compétition proprement dite. Donc pour moi, j'attends juste à ce que nous soutiens de par ces matchs amicaux, nous mettent une équipe en place pour pouvoir bien mener une bonne compétition là-bas au Ghana. Une bonne compétition, ça démarre très bientôt, on parle du 15 mai, c'est dans quelques jours, sinon on la porte à côté. Face aux Guépards béninois ou les U17 du Bénin, c'est pour vous le bon sparring partner, c'est bon, c'est pratiquement le même niveau pour mieux s'aguerrir avant le début de la compétition? Oui, chez moi, vous savez, lorsque nous sommes dans la catégorie des moins de 17 ans, les U17, on ne demande pas forcément grand-chose aux enfants, je les appelle comme ça. C'est peut-être mettre en place les systèmes technico-tactiques, oui. C'est de leur permettre de grandir avec le football, de s'habituer, de s'acclimater à ce sport-là. Donc, je pense qu'ils sont dans une très bonne dynamique. Aller jouer contre le Bénin, qui n'est pas à un niveau très, très, très supérieur par rapport au Togo, qui sera aussi à la compétition. Ce sera aussi une bonne manière de les mettre en jambe. C'est une mise en bouche qui sera faite par les éperviers. Et je crois qu'ils jouent le 16 mai contre le Niger. Voilà. Par là, donc, c'est un très bon partenaire. On n'aurait pas cherché une équipe très 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 grande pour peut-être saper le moral des jeunes enfants. Donc il faut aussi trouver une équipe qui est à leur niveau pour leur redonner confiance et puis leur permettre d'entrer très bien dans cette compétition. Je vais quand même rebondir un peu dans ces propos. Oui. Quand mon cher Olivier disait qu'il ne faille pas tout de suite demander grand-chose à ses enfants, moi je dis non. Pourquoi?
il faut demander grand-chose. C'est une compétition, il faut être quand même au niveau pour aller prétendre se retrouver sur le podium. Comme le Nigeria. Oui, et si on se dit tout le temps qu'on n'a pas grand-chose à demander à ces éperviers cadets, pour vous, c'est faire ne pas les on a dépassé ce temps-là. Aujourd'hui, il faut viser loin. Et viser, c'est demander à ces enfants, vous avez obligation de faire une bonne compétition pour quand même honorer le pays. La mentalité de la gagne. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a plus retrouvé les éperviers cadets à un niveau depuis 2017. Mais est-ce que les choses se font en amont de façon correcte? Mais même si les choses ne se font pas en amont, quand on met une sélection en place, c'est pour aller chercher un résultat. Et chercher un résultat, c'est demander. Mais s'ils ne sont pas prêts, Etchevi, ils font comment? Si vous n'êtes pas prêt, déclarez le forfait. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui. Non, mais c'est clair. Aujourd'hui, vous savez, il y a une préparation qui doit être faite. Et regardez, depuis quand on a commencé par se préparer? On fait un match contre, je pense, le CDF Akmo. Oui, CDF Akmo, Planète Foot, Mais voilà. Ça, ce sont des préparatifs qui, pour moi, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on part pour faire au Ghana. C'est-à-dire que, pour moi, je ne vais pas dire qu'ils ont déjà jeté l'éponge, mais est-ce qu'il y a les moyens pour qu'ils puissent bien s'organiser? Est-ce qu'il y a les moyens qui ont été mis aux côtés de ces jeunes-là pour qu'ils puissent aller chercher de gros matchs pour pouvoir se mettre en bonne forme? C'est un paramètre à prendre en considération. Un paramètre à vraiment prendre en considération. Donc, quand on joue le Bénin, pour moi, je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est le même niveau que le Togo. Oui. Et puis derrière, on ne va pas aller leur demander tout de suite de nous ramener le trophée. Parce que derrière, on a de grosses équipes qui vont être du côté de... Moi, je refuse pas. Il faut reconnaître son niveau. Et peut-être, on va pas... Le Togo irait là-bas peut-être comme un outsider. Ils peuvent aller faire peut-être la magie et nous ramener quelque chose de bien. On va crier, on va les féliciter. Mais là, il faut reconnaître sa force et voir aussi les adversaires là où ils sont. Et Thierry, on va conclure là-dessus. Je pense que vous avez des choses toujours à dire. Oui, on a vu des nations qui ont déclaré forfait quand elles n'ont pas les moyens, pardon. Et si vous voyez que vous n'avez pas les moyens, déclarez forfait. Mais il semblerait même que quand vous déclarez forfait, il y a une pénalité, au niveau de la zone UFOA. C'est clair. Oui, que ce soit au niveau de la CAF, de la FIFA, voilà, vous déclarez forfait. Il y a des sanctions. Qui est à la Fédération togolaise de football de mettre les choses en place. Un championnat de ce niveau U17. On n'a pas pour l'instant. Et ça ne dépasse pas le Togo pour organiser ce championnat-là. Mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Voilà. Donc, moi, je pense que les enfants vont aller là-bas pour faire figuration. Et puis s'ils arrivent à faire quelque chose de bien, la figuration, on a dépassé ça. On a dépassé la figuration. Ça fait déjà des années qu'on joue cette compétition. Mais on ne progresse pas. Vous le reconnaissez? C'est l'occasion de progresser et demander d'abord à ces enfants-là d'être à un niveau comme quoi. Faites une bonne compétition, ramenez-nous telle chose. Comme le Nigeria. Oui. Mais ça, c'est trop grand, je ne vais pas aller là. Le Niger a une base très, très, très solide. Quand vous prenez les U17, les U19 du côté du Niger, c'est seulement en équipe nationale et que ça ne marche pas. Mais le travail de base, il est fait du côté du Niger. Il y a un championnat de compétition qui est là. Et ça fait que quand le Niger arrive à ces compétitions, mais les gens sont étonnés de voir le Niger flambé de sortie comme ça. Mais c'est un travail qui est fait, ce qui n'est pas fait chez nous. Du coup, on ne va pas demander grand chose, je le dis une fois encore aux enfants, aller apprendre, aller acquérir de l'expérience. La réalité, messieurs, c'est que au niveau également de cette compétition, le Togo aujourd'hui propose, on pourra dire, une sélection. Un an après, c'est une autre sélection qui arrive. Et donc, forcément, il n'y a pas de suivi. On en parlait tout à l'heure en off. Là aussi, c'est le talon d'Achille. Oui, ce problème de non-suivi pour nos sélections, ce qui n'arrange pas du tout ces jeunes-là. Quand ils vont aller encore une fois au Ghana et revenir, on va les laisser comme ça disperser. Leur club, aujourd'hui, ils évoluent dans des clubs amateurs ou quand ils reviennent, ils poussent également ces ailes-là comme quand on vient d'une compétition et on oublie l'essentiel qui est de toujours continuer par travailler. Et c'est également la faute à la fédération qui, normalement, au retour de cette compétition, doit essayer de regrouper ces enfants-là. Parce que d'habitude, pour les sélections inférieures, on parle souvent de problèmes de passeport. Oui. Ça aussi, c'est un problème évident. Voilà, vous avez des U17 des enfants qui n'ont pas de nationalité ni d'acte de naissance. Donc, pourquoi ne pas regrouper ces U17 qui doivent revenir de la compétition pour essayer de mettre encore une fois une équipe U20. Donc, c'est un problème de suivi. Quand on aura à changer toute la donne au niveau de ce niveau-là, je crois qu'on ne va pas tout à fait demander grand-chose également pour que nous ayons des grandes équipes U17 U20. Vous allez conclure là-dessus et puis on passe à autre chose. D'accord. En U17, on ne dure pas. Vous jouez peut-être pratiquement 2 ou 3 ans seulement parce que rapidement, vous êtes obligé d'avancer et puis aller vers d'autres catégories. Mais derrière, le mal, c'est que peut-être vous avez 15 ans, vous jouez 1, 2, 3 années et puis on oublie.
il n'y a pas un suivi, comme il le dit. Hein. On ne sait pas. Les enfants qui quittent le U17, ils se retrouvent où? Parce que déjà, on n'a même pas de compétition pour les U19. Et parler des U21, aller à U23. Donc, ça fait qu'il y a un trou générationnel. Quand vous quittez cette petite catégorie, il y a un grand trou avant peut-être de chercher à aller se retrouver dans la sélection A' ou A. Donc, c'est tellement compliqué. C'est pourquoi je dis une fois encore, on ne peut pas demander de miracle à ces jeunes enfants. Vous le dites si bien. Et on suivra ce match amical vendredi, sous les coups de 16h. Ce sera au stade de Kégué, entrée libre et gratuite. Et on saura exactement, on pourra peut-être jauger un tout petit peu le niveau de cette équipe U17 du Togo qui, justement, après ce match, va prendre la route du côté d'Accra au Ghana pour disputer cette compétition de l'UFOA B. On a terminé avec ce registre. On va s'intéresser aux championnats nationaux en commençant avec la première division. Et là aussi, messieurs, ASCO et la SCK, le grand frère face au cadet. La dernière fois, ils ont encore fait 0-0. Les deux sont pratiquement au coude à coude au classement. Ce sera comme ça toujours pour vous durant cette saison-là, de les voir comme ça au coude à coude? Rappelez-vous, Angelo, c'est sur ce même plateau que je disais, moi, finalement, les matchs entre ASCO et puis ASCK, j'en ai pas du tout envie. N'est-ce pas? En réalité, ce sont des matchs qui sont censés être les matchs les plus suivis, les matchs les plus disputés, parce que c'est le champion contre son vice-champion. C'est quand même deux équipes de la même localité, de la même zone. Donc, on devait s'attendre à des chocs vraiment dans ces matchs-là. Malheureusement, depuis ces 3 saisons, ils nous ont habitués à des matchs tellement piteux et des matchs nuls, et que ce soit nul dans la production du jeu, nul au score, et puis nul également dans la prestation, dans l'envie de jouer des joueurs. Aujourd'hui, on jouait... Qu'est-ce qu'il explique, Olivier? Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a trop de respect entre ces deux équipes-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on sent pas vraiment cette envie de pouvoir mouiller le maillot, de pouvoir laisser sa peau sur le terrain, comme on le dit. Vous savez, on était à la 21e journée, et à la 20e journée, il y avait ASCO qui est leader, 46 points, et derrière, il y a ASCK qui suivait avec 40 points. Donc, il y avait 6 points différents. Il y avait 6 points de différence. ASCK avait obligation de résultat, peut-être pour recoller un peu au score, et pour recoller en tête, peut-être diminuer l'écart de points. Malheureusement, ASCO n'avait pas vraiment obligation de résultat parce qu'ils savent qu'ils sont leaders. Un match ni les arrangeait. Donc, c'était à l'équipe des conducteurs de Cara de faire le jeu. Malheureusement, ils sont allés tomber sur une équipe des Condona qui ne jouait pas du tout, et ils sont aussi entrés dans ce jeu. Et moi, je n'ai pas été surpris parce que c'est ce qu'on nous a servi lors du match de la phase aller. C'est ce qu'on nous a servi la saison dernière en aller comme retour. C'est seulement lors de la Coupe de l'Indépendance qu'on a vu dernièrement qu'il y a eu cette victoire des conducteurs 2-1. Et c'est parce que là, c'était en coupe. Il fallait quelqu'un pour partir et pour sortir et puis l'autre venir. Et je l'ai dit ici sur ce plateau même, qu'en début de saison, ASCO vient nous présenter le trophée. Et puis à la fin de la saison, il repart avec. ASCK qui s'acclimate, qui préfère aller chercher la Coupe de l'Indépendance. Donc ces deux équipes-là, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il y a des compromis ou il y a des discussions dans les couloirs, que vous ne comprenez que pas. je ne comprends pas du tout. Parce que là sur le terrain, ce qu'on nous présente, parce que quand vous prenez un match de ASCO Bolesso, vous voyez la manière dont les Condona jouent, c'est carrément différent de ce qu'ils ont fait face à l'ASCK, et je suis vraiment déçu de ces matchs-là. Et Thierry, votre sourire on parlait en face de la déception parce que c'est pas des débuts qui sont piquants aujourd'hui. Est-ce qu'on en a au Togo? De par le passé, on en avait eu même avec les Gomido et autres là. Donc aujourd'hui, pendant de ASCO et ASCK pour ce mano à mano, je me dis que les jeunes équipes se contentent de cette première et deuxième place pour chaque saison. Peut-être par rapport aux moyens qui seront quand même à... Mais ce sont quand même deux clubs qui ont presque le meilleur effectif. Oui, mais est-ce qu'ils ont les mêmes ambitions? Non. ASCO a les ambitions de jouer la Champions League africaine. ASCK se contente de la Coupe CAF. Et les autres qui suivent, pratiquement, on dirait qu'ils n'ont plus d'ambition. C'est juste une simple figuration, jouer le maintien. Et voilà, on a un entraîneur qui dit que voilà, on a encore 2 matchs pour se maintenir. Les autres, on laisse ça aux autres équipes. Ça, c'est vraiment inadmissible. Bon, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette déclaration. C'est pas des discours à donner en tant qu'entraîneur. Bon, le championnat togolais a perdu quand même beaucoup de choses. Bon, on est sur le chemin de retrouver ces choses-là. Nous ne serons pas surpris quand nous aurons encore une fois des sélections et qu'on ira encore à des compétitions en revenu pour réduire la faute à un championnat qui n'a pas un niveau. Si vraiment il y a un niveau, on aurait
quand même retrouver du football avec cette rencontre ASCO et ACK, c'est par rapport au niveau qui est très bas. On vous dira que c'est le résultat. Les deux ont joué. ASK a possédé le ballon. Tout comme, l'ASCO également. À un moment donné, il y a un club qui a joué beaucoup plus défensif. L'autre qui avait le ballon, mais qui ne savait pas quoi en faire. C'est le résultat, 0-0. Vous voulez oui, Angers, vous savez, 10 secondes. Ou 10 secondes. À Semassi après. Je ne sais pas si vous avez suivi, seulement vous avez remarqué aussi le public n'était pas du tout là. Bon. Le public était absent. Là aussi, c'est un autre paramètre. Hein. C'est clair. Parce qu'ils sont lassés de venir à chaque fois quand on parle de derby de la cause. Nous servir de bruit. Nous servir ce genre. Donc, ce match, il n'y avait personne pratiquement sur le terrain et ça, c'est déplorable. Déplorable, oui, ça c'est le cas ASCO ASK. Que s'est-il passé avec Semassi? On va, avec la complicité de Justin, retrouver le graphique des résultats parce que là, Semassi a gagné enfin, oui, Semassi a gagné face à quelle équipe déjà? Semassi face à Espoir FC du 1-0, voilà. C'était toujours dimanche. Là aussi, Prince Olivier, on pourra peut-être dire que c'est une victoire qui ne fait pas sortir Semassi de la zone rouge, mais peut-être un début d'espoir. Oui, franchement, c'est un début d'espoir. Ça va être une bouffée d'oxygène pour les guerriers de Tchaoudjou qui ont depuis longtemps pataugé avec des défaites, des nuls. On a vu ce choc face à Unisport où ils sont passés à côté. Et, face à Gomido au Showboys, également une défaite. Donc, une victoire minimaliste. Même les a battus. Bolesou également, une victoire sur Espoir de Zio qui n'est pas quand même l'équipe la plus piteuse du championnat. Je pense que ça augure une très belle suite pour cette équipe de Semassi, mais attention, ils ne sont pas encore à l'abri de la relégation. Néanmoins, on sait que on est dans un championnat où en une seule journée vous pouvez vous retrouver du dernier jusqu'au ventre mou parce que la différence de points n'est pas assez grande. Donc je pense que ces 3 points-là, ils ont quand même le mérite d'avoir ces 3 points. Et on espère qu'ils vont surfer sur cette petite victoire-là pour continuer la suite de la compétition. Le déclic a-t-il commencé du côté des Sermons et Thierry? Bien évidemment. S'il n'y a pas ce déclic, je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourront quand même prétendre jouer le maintien. Il faut gagner tous les matchs pour se maintenir. Et quand on retrouve Semassi dans ces situations, on se dit c'est déplorable. La faute à des problèmes de personnes qui se disent responsables mais qui ne veulent pas l'avancement de ce club qui est quand même un club historique du football togolais. 10 fois champion du Togo. Et s'ils sont à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que le club a perdu quand même son identité. Oui. Et parlant d'identité, c'est d'abord les natifs de ce milieu qui nous ont quand même fourni de très bons joueurs pour l'équipe nationale togolaise. Oui. Aujourd'hui, il y en a plus. Pratiquement, il va falloir se ressaisir. Se ressaisir, c'est d'abord se maintenir et pourquoi pas réorganiser les choses et ça va aller. Vous le dites si bien. Avec ce résultat, on va regarder le classement au niveau de cette première division togolaise de foot avec ASCO qui est toujours devant, 47 points, suivi de l'ASK qui suit derrière avec 41 points, 38 pour l'équipe de l'ASOTR, la Barracuda est 4e avec 34 points. Quand on descend, on voit Semassi qui est 13e, qui a 4 points de retard sur le premier non relégable. Il s'agit bien de Doumbé FC de Mango. Attention, ça risque d'être très très disputé pour les prochaines sorties. Bikinti également est dans la zone rouge, tout comme l'AS Bina et puis le Dynamique togolais. Et il y aura une prochaine journée, en tout cas à partir de samedi, de vendredi, samedi et dimanche. On aura le temps de revenir là-dessus lors du prochain rendez-vous de Club Sport Santé. On va enchaîner avec la D2. Etchevi, je reste avec vous pour parler d'Agaza. On parlait tout à l'heure de déclic côté Semassi, peut-être là aussi, Agaza qui gagne dans le championnat de D2 et qui visiblement se relance dans la course au play-off. C'est la bonne relance tout simplement pour les hommes de Tony Aguessi. Il faut également rebondir pour pouvoir quand même redonner espoir à ce club-là, à ce club mythique du football togolais. Il fait partie, ce club à Gaza, où quand ils vont se réveiller, Boissime va trembler toute l'Afrique. On l'espère vivement. Aujourd'hui, on a une victoire qui relance catégoriquement ce championnat pour Gaza, qui forcément doit se jouer entre Aknou, Étoile Filante et Gaza, sans pour autant oublier Asfoza. Voilà. Pour Arsenal, il faut dire, je ne crois pas qu'ils peuvent revenir à moins d'un miracle, mais à Gaza, avec cette victoire, je me dis qu'ils vont essayer aussi de travailler, surtout de rêver, parce que c'est l'occasion ou jamais d'aller en D1, et si ça ne passe pas, ça va être très très compliqué pour les saisons à venir.
un mot sur cette équipe d'Agaza. Vous la voyez revenir, cette équipe-là, venir titiller, embêter et l'Étoile et Aknour? Embêter Aknour, non. Mais l'Étoile Finance, on met Aknour de côté. On met Aknour de côté parce que c'est clair. On a fini, je pense qu'on a fini la phase aller, 5 journées. On débute la phase retour dès ce samedi. Voilà, Aknour nous a démontré vraiment qu'ils ont cette envie, cette ambition-là de monter dans la division d'élite, non seulement sur le jeu produit par ces joueurs, mais également l'organisation qui est faite autour de cette équipe. Et vous allez vous rendre compte que ce soit en déplacement ou à domicile, Aknour négocie très bien ces matchs. Derrière, on a une équipe de l'Étoile Filante qui essaie de titiller aussi cette équipe-là. Et je pense que ça peut se jouer entre Agaza et puis l'Étoile Filante. L'Étoile qui est allée gagner face à Ifodje la dernière fois, match interrompu entre-temps pour des scènes de violence des supporters à l'endroit des officiels de match. Allez-y. Et ça, c'est mon coup de gueule à l'endroit de Ifodje. Absolument. Parce que c'est vrai, on a souvent parlé de Ifodje, le jeu qui n'est plus là parce qu'ils ont fini sur une saison régulière très bien, je pense en tête. Et là, on va dans les playoffs, ça ne va pas du tout. Il y a eu aucune victoire. Et on comprend un peu la réaction des supporters, mais je pense que ça ne doit pas excuser le fait qu'on doit s'en prendre à l'arbitre, on doit lancer des projectiles, des trucs comme ça sur le terrain. C'est des scènes qu'il faut vraiment éviter, qu'il faut bannir de notre football parce que ce n'est pas vraiment louable, c'est pas joli à voir. Mais je peux comprendre d'une manière, ils ont envie de voir une équipe d'Ifodje produire du jeu. C'est vrai qu'on s'en prend à l'arbitrage parce qu'il y a eu 2 pénaltys qui ont été sifflés pour Étoile Filante, mais on comprend un peu qu'ils ont cette amertume là dans le cœur parce qu'on ne voit plus Ifodje avancer, on ne voit plus Ifodje évoluer, Ifodje qui piétine pendant que les autres avancent. Donc pour moi, Ifodje vraiment dans le dur et je pense que les dirigeants doivent essayer de prendre la mesure de la chose. Essayer de trouver, je vais dire, j'ai parlé des psychologues la dernière fois, j'ai parlé d'une bonne organisation également pour permettre aux joueurs les psychologues pour les clubs togolais. Bien sûr, c'est possible. Ce serait un pas significatif vers l'avant. Oui, quand question de moyens comme toujours. Quand Etienne dit qu'on doit être cohérent dans notre discours. C'est d'abord des choses qui sont impossibles. On n'a pas demandé grand chose. Il me trouve maintenant que impossible n'est pas togolais. Mais impossible n'est pas togolais. Il y a des grands psychologues qui sont là, qui sont au chômage. Ça peut être une occasion de leur donner du travail. C'est une possibilité. On va rester sur le match. On va pas rentrer dans les détails. Étoile Filante, parce que là aussi, à la maison, il faut dire perdre 2-1. Et voilà, le match qui était arrêté. Sur le plan sportif, cette équipe d'Ifodje a tellement de difficultés là. Oui, des difficultés. Olivier en a fait cas tout à l'heure sur la saison régulière où ils ont été très bons. Maintenant, est-ce qu'il y a quand même des problèmes internes? Ça reste après une interrogation. Ça peut être la cause. Quand vous avez une équipe qui a répondu sur la saison régulière, que voilà, en difficulté sur les playoffs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, les supporters qui retrouvent ce petit côté qui n'est pas tout à fait une bonne image pour le football togolais, allez-y poser la question. C'est pas la faute à l'Étoile Filante sur ce score-là. Peut-être en interne, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir oublier ce côté-là et se dire que nous sommes en football. Quand on gagne, on passe devant. Quand on ne gagne pas, on reste sur place. Oui. Donc, pour Ifodje, ça traîne à domicile. Pour vous, c'est cuit. Oui, c'est presque cuit. C'est presque cuit pour la phase retour. C'est quand même des équipes qui se sont rencontrées. Même s'ils gagnent les 5 prochains matchs, ils ne seront pas en playoff. Ils ne seront pas en playoff. Donc, c'est déjà fait. Ils peuvent se dire que voilà, c'est terminé pour la montée. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est ce qui est très difficile. Aujourd'hui, je vais peut-être faire un saut vers la D1. Vous savez, aujourd'hui, on a Bikenti, Semassi, l'AS Bina et puis Dito qui sont relégables. Et je vous assure, quand vous descendez, c'est très difficile de remonter. Parce qu'on a vu Maranatha qui est là, et Agaza, Étoile Filante, pour ne citer que Ange, de la vie entre-temps, qui ont carrément disparu de la planète foot. Oui. Donc c'est très difficile. Moi, je pense que c'est vrai qu'à la fin de la saison, on a obligatoirement certaines équipes qui doivent monter et d'autres qui doivent descendre. Mais je veux rappeler aux joueurs, à tous les acteurs, que quand vous descendez, c'est très compliqué parce qu'on se dit peut-être on descend en deuxième division, on vient de la première, donc ça va être très facile. Il faut dire, on a vu Ifodje qui a fait une très belle campagne en première division parce qu'ils étaient montés en première, mais rapidement ils n'ont pas pu tenir parce que le niveau il était trop élevé pour eux et c'était trop rapide. Ils sont retournés dans la seconde, mais depuis on essaie de chercher. Moi je ne vais pas dire que les moyens qui manquent au niveau de Ifodje parce que je connais un peu le staff dirigeant de cette équipe de Ifodje et ils nous ont aussi présenté depuis le début de la saison les infrastructures,
un vrai projet, que ce soit sur le plan des infrastructures, Oui. le terrain qui a été rénové, c'est vrai qu'il y a eu cette, je vais dire, l'aide de la FTF et puis tout, mais il y a des Exactement. moyens qui ont été mis du côté de Ifodier. Donc, c'est pourquoi le public n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui la mayonnaise ne prend pas du côté de Ifodier Sauf après que- avoir fait une très belle saison régulière. Sauf que Olivier, il faut déjà être obligé de revenir en deuxième division encore une fois et espérer la prochaine saison Ah oui. arriver pourquoi pas à décrocher le strapontin pour l'élite. Ça va être encore beaucoup de patience pour les supporters d'Ifodier. Ça ne fait pas du tout bon ménage en ce moment, mais les supporters, nous vous en prions, sincèrement, soyez beaucoup plus diplomates, fair play surtout, parce qu'après tout, le football n'est qu'un jeu et qui n'a pas besoin de violence. On rappelle que pour la 6e journée qui coïncide avec la phase retour déjà au niveau de la D2, vendredi, on aura le match Arsenal étoile filante et Ifodier qui accueille la formation de Asfosa du côté d'Atapamé et puis Agaza, Alomé, Agbosime, comme vous le disiez tout à l'heure, va jouer contre le CDF Aknour. On se rappelle du match aller. Vous vous rappelez du score? Oui, 5-1. 5 buts à 1 pour Aknour. On attend de voir peut-être la belle revanche, qui sait, des Verts de Tocoin de Tony Agbessi. Alors, messieurs, on a presque terminé avec le foot aujourd'hui parce que la seconde partie va être dévolue au tennis de table. Je suis sûr que vous connaissez déjà bien cette discipline. Oui, moi, Vous avez déjà touché une fois à la raquette? Ah, bien sûr. Oui, Bien sûr. oui, j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur Ah, une super. compétition Donc, à la fois. Bon, ça va très très vite, il faut être très, très habile, Oui. surtout très intelligent. Oui. Il faut juste les moyens en place de créer des infrastructures, surtout un terrain ou bien une salle. On a souvent besoin d'une salle avec les Exactement. matériels qu'il faut. Oui. On n'en demande pas mieux pour cette N'est-ce pas? jeunesse-là, c'est juste mettre les choses en place et on a les talents qui vont sortir. Donc, Par contre, moi, j'ai vivement. jamais eu l'occasion de faire un reportage sur ce sport, mais D'accord. j'ai eu la chance de le pratiquer. Oui, très bientôt, on va organiser un open entre nous, Ah même oui. hommes de médias, pour voilà, se faire plaisir. Pourquoi pas. Et oui, monsieur Eda Facht a accordé une interview exclusive à l'équipe de CSS et qui nous parle bien sûr de l'organisation des derniers championnats ouest africains à Lomé, le parcours du Togo, les ambitions à venir, le tennis de table féminin, tout ce qui en suit. En tout cas, on vous promet justement de le regarder tout de suite, juste derrière. Déjà, on vous souhaite une belle après-midi. On se retrouvera samedi, même chaîne, même heure. Et comme toujours, un petit moment d'exercice physique et surtout manger moins gras, moins salé, moins épicé. Tout ceci pour garder la forme. Et Thierry, on se retrouve très bientôt. Oui, très bientôt. Très, très bientôt. Avec le même plaisir. Toujours. Olivier Prince. Un plaisir également. Merci beaucoup. Je vous en On vous prie. souhaite bonne santé. Merci. Et à très bientôt. Bonjour, bonsoir sportifs à toutes et à tous. Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour parler sport sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous évoquons le tennis de table, ou si vous voulez le ping-pong. Et nous avons l'honneur de recevoir sur notre chaîne Monsieur Eda Facht, qui porte la casquette du président de la Fédération togolaise de tennis de table. Nous allons aller en profondeur, sinon en immersion avec lui concernant les championnats régionaux ouest-africains qui se sont déroulés à Lomé au Togo, avec tout ce qu'il y a comme conclusion à tirer, les qualifications et pourquoi pas les chantiers à venir au niveau de cette discipline. Merci de nous rester fidèles. Eda Facht, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Club Sport Santé. Bonjour mon cher ami Angelo. Comment portez-vous? Je vais bien, on rend grâce, comme on dit. Ça se voit. Nous sommes très contents en tout cas de vous accueillir dans cette émission et parler de tennis de table avec vous, puisque vous êtes le patron de cette discipline au Togo depuis déjà quelques années. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, sinon quelques semaines, la F3T a organisé avec brio les championnats régionaux ouest-africains de tennis de table. Président, avec du recul, après quelques jours de répit ou de pause, vous sentez que ça a été bien fait? Vous êtes un homme heureux, satisfait de l'issue de ces compétitions-là? Merci beaucoup, cher Angelo. Il faut dire que nous avons accepté l'organisation de ces championnats régionaux avec beaucoup d'appréhension parce que c'était une toute première dans l'histoire de notre vieille fédération, puisqu'elle existe depuis 1967. Mais elle n'a jamais eu l'occasion d'accueillir une compétition de cette taille. Donc on l'a abordé avec beaucoup d'appréhension, il y avait beaucoup de tension, beaucoup de stress.
Et vu que, justement, au dernier moment, il y avait aussi un grand événement national, notamment la période électorale qui est venue chevaucher l'événement, qui est encore davantage compliqué la tâche pour nous. Mais maintenant que la compétition s'est déroulée et que nous avons reçu les félicitations de la présidente de la Fédération internationale de tennis de table, nous avons reçu les vives félicitations du président de la région et du représentant de la Confédération africaine, vu que nous-mêmes n'avions pas de repères, parce qu'on n'avait pas d'éléments de comparaison par rapport à une compétition qui s'était déjà déroulée, on ne pouvait pas se prononcer. Maintenant que nous avons reçu toutes ces félicitations, nous pensons que nous pouvons être satisfaits de l'organisation. Je vois votre sourire, ça veut dire que tout ceci a été rendu possible grâce à une équipe formidable qui est restée avec vous du début jusqu'à la fin, Président Facht. Absolument, ça a été un travail d'équipe, un comité d'organisation assez dynamique, beaucoup on va dire, de membres des différents clubs se sont spontanément associés à ce comité d'organisation. Je ne me suis pas trop mêlé au comité d'organisation, mais je pilotais parallèlement avec une équipe administrative. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter cette fabuleuse équipe qui a travaillé et a rendu possible ce grand événement sportif. D'ailleurs, c'est aussi le lieu de remercier tous les autres partenaires qui nous ont appuyés, notamment notre ministère de tutelle, le ministère des Sports, et on va dire notre sponsor porte-bonheur, porte-chance, qui est la CNSS, qui est le tout premier à avoir répondu à notre demande. Concernant ces championnats, on a vu l'engouement que cela a suscité dans, on pourra dire, les différents tournois, sinon les différentes compétitions, sinon les duels. À l'arrivée, le Togo se qualifie pour les championnats d'Afrique. Visiblement, c'était pour vous, c'était l'objectif-là. Visiblement aussi, je peux me tromper, mais on a l'impression que ça a été préparé et aujourd'hui, vous avez les fruits. Effectivement, ça a été un travail de longue haleine parce que, avec beaucoup d'appréhension, je le disais aussi déjà, parce que c'est une première fois pour nous d'abriter cette compétition et l'occasion pour nous de montrer au public togolais de quoi pouvait être capable notre équipe nationale, qui a quand même le mérite d'avoir remporté plusieurs médailles dans les compétitions africaines. Mais là, il s'agissait pour nous de montrer à domicile ce que nous étions capables de faire. Et nous avions beaucoup d'appréhension vis-à-vis de l'équipe nigériane, puisqu'elle n'a jamais été battue en 40 ans dans un championnat régional. Et notre seul espoir était surtout au moins d'arriver en finale. Et Dieu faisant bien les choses, avec un peu de chance et de travail, comme on dit, lorsque la chance rencontre l'opportunité ou le travail, on ne peut que récolter de belles choses. Nous avons réussi à faire cet exploit de battre l'équipe nigériane dans une phase finale de compétition régionale. Ah oui, un défi que vous avez relevé avec brio. Vous avez parlé tout à l'heure du travail en équipe qui a été fait. Également les pongistes, que ce soit côté masculin, côté féminin, ont été au rendez-vous. Mais pour le public sportif, on aurait besoin d'un éclaircissement concernant la qualification du Togo pour les Jeux africains, les championnats d'Afrique. Et on parle d'une équipe, une sélection plutôt qui a gagné en équipe, mais côté individuel, on n'a pas eu vraiment toutes les informations autour de ça. Est-ce que on va profiter de ce plateau pour expliquer un peu? Quand on est qualifié en équipe, directement on est qualifié en individuel, comment ça se passe? Alors c'est deux choses différentes. Lors des championnats régionaux, vous avez la compétition qui concerne les équipes nationales et la compétition qui concerne les engagements individuels des joueurs membres individuels de l'équipe nationale de chaque pays. Alors, nous avons réussi à nous qualifier en équipe, mais cela ne veut pas dire que nos joueurs sont les meilleurs. La preuve, c'est que c'est
le Nigeria qui a remporté la médaille d'or face à nos joueurs. Nous avons un de nos joueurs qui a réussi à atteindre les quarts de finale, les demi-finales. Et qui a quand même pu accéder à la 3e place. Maoussi Agbetoglo. Exactement. Qui d'ailleurs avait déjà battu ce joueur la veille. En phase finale par équipe. Donc c'est deux choses différentes. Il y a l'engagement de l'équipe et puis il y a l'engagement individuel. Alors, on a eu des joueurs qui ont été sélectionnés par l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont venus de l'extérieur pour étoffer valablement les sélections du Togo. Là aussi, la direction technique nationale a joué un rôle prépondérant dans les performances de nos pongistes. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les joueurs locaux ont eu une longue préparation. Ces championnats régionaux, on a commencé à le préparer depuis 2 mois à l'avance. Donc il y avait des séances d'entraînement régulières. Et nous avons jugé utile d'appuyer notre équipe par nos joueurs que nous appelons l'élite qui évolue à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis, qui sont incontestablement les meilleurs comparés à nos joueurs locaux. Donc, ça a été, on va dire, il n'y a pas eu d'hésitation à nous arranger pour que ces joueurs puissent rentrer et appuyer l'équipe nationale. Bien entendu, la direction technique connaît très bien la valeur de ces joueurs-là et leur classement. Donc, on n'a pas eu à hésiter à les faire entrer pour appuyer et donner plus de valeur, plus de consistance à notre équipe et mettre plus de chances de notre côté de remporter ou du moins d'aller jusqu'à la phase finale de la compétition. Et ça a été, on pourra simplement reconnaître un succès à l'arrivée parce que la DTN ne s'est pas du tout trompée, on pourra dire, sur le choix ou la sélection de ces joueurs-là. Nous voudrons aborder avec vous, en votre présence sur ce plateau, le volet féminin du tennis de table. Il est vrai que ça reste un chantier immense de Lomé à Saint-Cassé, toujours au cœur de votre programme. Comment vous appréhendez, vous percevez la progression tout doucement du ping-pong féminin au Togo? Oui, je peux reconnaître au passage qu'effectivement il y a eu une certaine régression de la partie féminine du tennis de table dans notre pays. De par le passé, on a eu quand même des équipes d'un niveau relativement élevé, avec même des gloires comme Madame Odile Dédé d'Almeida, qui a été championne d'Afrique. Et tout doucement, nous recommençons le travail. Et il faut dire que c'est un travail de longue haleine. Nous avons à reprendre, on va dire, les tournées pour aller dénicher des talents qui se cachent dans les villages, dans les contrées lointaines. C'est un travail que nous sommes assignés et qui doit s'étaler sur la durée. Et donc, nous pensons qu'il y a encore du travail à faire et nous allons nous y atteler. Vous pensez quelque part que le tennis de table féminin manque de références, de repères, de personnes ressources par endroit? Oui, c'est à peu près ce que je veux dire. Nous avons quand même des joueurs, quelques joueurs en vue d'un niveau assez compétitif au niveau africain, mais il faut que l'on ait plus de joueurs. Il faut que l'on ait suffisamment de joueurs de talent qui étoffent l'équipe et qui nous donnent qui nous laissent les mains libres pour faire les différents choix, les différentes combinaisons pendant les différentes compétitions. Mais pour le moment, nous avons un choix très limité. Très limité, ce qui a d'ailleurs fait que le Togo n'a pas réussi à aller assez loin avec son équipe féminine. Mais nous reconnaissons qu'il y a du travail à faire et nous allons nous y atteler. Nous sommes confiants que dans un avenir proche, très proche, nous allons réussir à remettre à un certain niveau très compétitif l'équipe féminine de tennis de table togolaise. On reconnaît aussi que dans les sports au Togo, il n'y a pas que le tennis de table. Les subventions ne sont pas
vraiment à la hauteur du calendrier des compétitions, des activités que vous mettez souvent en place au début de chaque mandat. Vous pensez que la réussite, sinon le succès du Togo à ces championnats régionaux va quand même bouger les lignes pour les prochaines fois? C'est votre espoir quand même? Nous l'espérons vivement. Nous l'espérons. Nous ne pouvons malheureusement pas parler à la place de nos autorités. Nous reconnaissons tout de même les efforts qui sont faits. Je le disais déjà que nous remercions d'ailleurs au passage les efforts de notre ministère de tutelle pour appuyer l'organisation de cette compétition. Nous espérons vivement, avec les résultats que nous avons obtenus, que un geste se fera au regard de notre subvention. Concernant toujours le ping-pong, pour la dernière compétition que vous avez brillamment réussi, vous avez mis en place une soirée, sinon un événement dénommé la Nuit du Ping. Qu'est-ce qui est à la base de cette inspiration de mettre en place une telle activité à l'endroit des vieilles gloires et tout ce qui va avec? La soirée ping était une idée qui mijotait déjà dans nos têtes depuis un certain moment et la première édition devrait d'ailleurs se tenir en 2020, mais malheureusement on connaît tous les malheureux événements qui ont secoué la planète entière dans cette période-là, et donc nous avons dû annuler l'événement, mais attendions juste l'occasion pour célébrer la première édition, et nous ne voyons pas une meilleure occasion que celle d'accueillir cet événement d'envergure africain et que de profiter de cette occasion pour célébrer la première édition, surtout que c'était une initiative qui était destinée à nos anciennes gloires et à, on va dire, toutes les personnes ressources qui ont travaillé pour le rayonnement de notre fédération. C'est visiblement là aussi un succès parce qu'on a vu à travers les images, le sourire, l'enthousiasme. Parce qu'après tout, dans nos sports, on n'a pas souvent l'habitude de rendre hommage du vivant de ces personnalités qui ont tellement donné. Là aussi, vous vous sentez satisfait, Président? Absolument. Nous avons reçu les reconnaissances de ces personnes qui ont été distinguées et nous pensons que c'était un devoir pour nous de le faire. Et si c'était à refaire, on le referait. C'est juste que nous regrettons n'avoir pas suffisamment de moyens pour les distinguer à leur juste valeur. Mais je pense qu'ils ont compris. Le message, c'est l'intention vaut l'acte, comme l'on dit. On va profiter de votre présence pour évoquer, entre parenthèses, vos activités dans les prochains mois à venir, avant de parler bien sûr des championnats d'Afrique. Qu'est-ce qu'il y aura comme déroulé des activités au niveau de la F3T? Au niveau national, nous avons les TGM, les tournois des grands maîtres, comme on les dénomme, qui vont se poursuivre, qu'on a commencé depuis le mois de février. Le tournoi des grands maîtres permet aux joueurs de se maintenir en forme tout au long de l'année et de rester dans un certain niveau de compétitivité. Et ça permet de classer les joueurs de façon continue, de les éprouver et de leur permettre justement de se maintenir, disons, à un certain niveau de compétitivité. Et cela nous permet de choisir sans difficulté les athlètes qui sont les plus méritants lorsqu'il y a des compétitions internationales auxquelles on doit participer. Donc ça, c'est pour le TGM. Et nous avons certains événements encore continentaux, notamment le championnat d'Afrique junior et le championnat d'Afrique, vous l'avez évoqué tantôt, qui arrive. Il a été prévu une tournée nationale pour, on va dire, aller découvrir ou faire découvrir la discipline dans certaines contrées. Nous avons d'ailleurs des partenaires qui sont prêts déjà à nous appuyer. Je vais citer l'école spéciale des affaires, l'ESA, dont le fondateur nous appuie beaucoup dans certaines activités. La fédération organise d'ailleurs, en partenariat avec l'ESA, une compétition
scolaire qui va se dérouler dans les jours-ci. D'accord. Président, avant de pouvoir conclure cet entretien, il y a sûrement des aspects qu'on n'a pas touchés, mais qui vous tiennent à cœur à pouvoir relever dans cette émission. Oui, s'il y a quelque chose à relever, c'est que nous avons espoir dans le tennis de table togolais. Le Togo a toujours été un pays de référence dans la pratique de ce sport, raison d'ailleurs pour laquelle les institutions qui patronent ce sport au niveau africain ont insisté pour que enfin le Togo puisse abriter une compétition de cette taille. Maintenant que c'est fait et que nous avons pu faire découvrir ce que c'est que le tennis de table au public togolais, nous espérons avoir on va dire, l'accompagnement des sponsors et de l'État, avoir plus d'accompagnement, de regard et d'intérêt de l'État vis-à-vis de ce sport. Et je pense que ce que nous arrivons déjà à faire avec le peu de moyens dont nous disposons, nous pensons que nous pouvons faire beaucoup mieux si nous avons un peu d'accompagnement, un peu plus d'accompagnement de l'État et un certain intérêt de nos sponsors, beaucoup de sponsors se sont manifestés spontanément pour nous accompagner, pour nous appuyer dans cet événement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet événement a connu, je pense, cette réussite, même si nous n'avons pas glané beaucoup de moyens financiers. Nous avons, on va dire, tout mis en œuvre pour que cet événement puisse avoir le succès que l'on attendait. Au passage, je dirais aussi, sans prêcher pour ma paroisse, que voilà, on peut allier facilement tennis de table et santé, puisque c'est un sport assez facile à pratiquer, qui n'est pas dangereux. Rarement on a entendu parler d'accidents pendant qu'on pratique le tennis de table. Donc, très simple, une table, des raquettes, et puis on joue chez soi, on s'amuse tout en faisant du sport. Je le recommanderais vivement à tous les citoyens, surtout que c'est un sport qui est maintenant prescrit sur le plan médical en prévention à la maladie d'Alzheimer. On rappelle également que c'est un sport olympique depuis des lustres. Et voilà, le président Facht l'a bien dit. Président, avant de mettre un point final, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ? Je dirais merci d'abord pour cette opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir nous exprimer. Merci à tout l'auditoire, au public, à l'auditoire de la télé. Nous espérons pouvoir rester partenaires pendant longtemps et n'hésitez pas, et nous aussi, on ne va pas hésiter pour les prochaines occasions à vous toucher et pour que vous puissiez nous aider à divulguer notre discipline qui est le tennis de table. Avant de baisser les rideaux de Club Sport Santé et d'Afacht, quelle est votre devise de tous les jours en tant qu'homme sportif et en même temps en tant qu'opérateur économique? Ma devise de tous les jours, je vais l'emprunter, je ne sais pas si c'est les Romains qui le disent, Mensana incorpore sano, une âme saine dans un esprit, dans un corps sain. Voilà. Donc c'est ma devise. Elle est bien claire et bien notée. En tout cas, on a été très ravis de vous avoir sur ce plateau de Club Sport Santé. Merci infiniment pour votre disponibilité. C'est moi. Chers fidèles téléspectateurs, ça a été un grand plaisir de vous avoir permis de suivre cet entretien exclusif avec Eda Facht, le président de la Fédération togolaise de tennis de table. C'est ce qui me fait à notre entretien de ce jour. Merci infiniment de votre fidèle attention. On se dit au prochain rendez-vous dans Club Sport Santé. À très bientôt. Bye bye.